Bonjour et bienvenue dans une nouvelle séance vidéo destinée aux élèves de la première année du baccalauréat et dans laquelle on va faire un résumé du premier chapitre de la boîte à merveilles de son écrivain marocain Ahmed As-Safraoui. Avant de commencer, je vous invite à s'abonner à ma chaîne et cliquer j'aime sur cette vidéo pour que le maximum des élèves et de ceux qui sont intéressés par le contenu puissent voir la vidéo. La boîte à merveilles est un récit composé de 12 chapitres et on peut les classer sous trois parties. La première se compose de 4 chapitres et les événements racontés se passent pendant la saison de l'hiver et puis une deuxième partie avec 4 chapitres aussi. Les événements racontés se passent pendant la saison du printemps et finalement la troisième partie est composée elle aussi de 4 chapitres et les événements racontés se passent pendant la saison de l'été. Les événements ou bien les éléments importants dans ce premier chapitre et sur lesquels on va s'attarder dans ce résumé sont numéro 1, la présentation des personnages et du cadre spatio-temporel du récit. Numéro 2, la solitude du narrateur adulte et du narrateur enfant. Numéro 3, la cause de cette solitude. Là, on va découvrir le portrait du personnage principal, Sidi Mohammed. Numéro 4, le souvenir du bain mort. Et puis 5, le souvenir de l'école coranique. Et finalement, le souvenir de la dispute de l'Allah Zoubida avec Rahman. Alors dans ce chapitre, au début de ce récit, c'est le narrateur adulte qui commence la narration à distinguer avec le narrateur enfant. Alors on va consacrer une autre séance pour faire la différence entre le narrateur adulte et le narrateur enfant et quels sont les indices textuels qui le montrent. Donc c'est le narrateur adulte qui commence le récit et ce qui déclenche la narration, c'est finalement ce sentiment de la solitude. Elle évoque sa solitude qui l'accompagne depuis son enfance, c'est-à-dire le narrateur adulte, depuis qu'il était un enfant, il vit toujours avec ce sentiment de solitude. C'est-à-dire, la solitude du narrateur n'est pas récente, il ne date pas d'hier. Alors, nous pouvons lire, dit la première page de ce récit, je songe à ma solitude et j'en sens tout le poids. Ma solitude ne date pas d'hier. Il me reste cet album pour égayer ma solitude, pour me prouver à moi-même que je ne suis pas encore mort. Alors là, c'est le narrateur adulte qui parle et il a un album de photos et ces photos, c'est un moyen pour lui pour qu'il ou bien qui lui permet de revenir à son passé, de revenir à cette période d'enfance afin d'essayer de comprendre ce sentiment de solitude, c'est-à-dire revisiter le passé pour pouvoir trouver l'origine de ce sentiment. À 6 ans, j'étais seul, peut-être malheureux, mais je n'avais aucun point de repère qui me permet d'appeler mon existence solitude ou malheur. C'est-à-dire, dès l'enfance, le narrateur était, ou bien avait ce sentiment de solitude, mais puisque c'était un enfant, il n'avait pas encore la conscience, il n'avait pas encore les mots pour déterminer ou bien pour exprimer cette solitude. Juste après, c'est le narrateur enfant
qui se charge de la narration, c'est lui qui raconte l'histoire et il commence par présenter les personnages et l'espace de ce récit. Il commence par la présentation de sa famille et puis les locataires de Dar Shuafa, la maison où habitait le narrateur avec sa famille. Et au rez-de-chaussée, il y avait la Shuafa, Kenza, la voyante. Elle était la propriétaire de cette maison. Et puis au deuxième étage, il y avait Ahma avec son mari et leur fille Zineb. Et le deuxième étage était partagé entre la famille du narrateur et Fatma Bziouia. Alors, nous pouvons lire. Nous habitions Dar Shuafa, la maison de la voyante, effectivement, au rez-de-chaussée, habitait une voyante de grande réputation. Des quartiers les plus éloignés, des femmes de toutes les conditions venaient la consulter. Elle était voyante et quelque peu sorcière. Et puis le narrateur enfant essaye d'expliquer pourquoi elle était un enfant seul, pourquoi il n'avait pas d'amis, parce que finalement le narrateur enfant est un enfant unique. Il est différent des autres enfants et de ses camarades de classe. Et là, le narrateur, il fait une sorte de comparaison entre lui et les autres enfants. En ce qui concerne l'enfant, c'est un enfant qui a un penchant pour le rêve. J'avais un penchant pour le rêve, c'est-à-dire Sidi Mohammed ne vit pas dans la réalité comme les autres enfants, mais il essaie toujours de voyager dans un monde de rêve, dans un monde d'imagination. Le monde me paraissait un domaine fabuleux, une féerie grandiose, c'est-à-dire un monde fantastique, un monde merveilleux avec des êtres extraordinaires. Contrairement aux camarades de classe de Sidi Mohammed, mes petits camarades de l'école se contentaient du visible, c'est-à-dire eux, ils ne voient ou bien ils ne s'intéressent qu'à la réalité, qu'à ce qu'ils peuvent voir et toucher, à tout ce qui est sensible, au contraire de Sidi Mohammed qui avait ce pouvoir de voyager dans le monde invisible, c'est-à-dire le monde qu'on ne peut pas voir. Je désirais que l'invisible m'admit à participer à ces mystères, c'est-à-dire lui, il comprenait que ce monde invisible est plein de mystères, plein de secrets, et il veut être accepté dans ce monde pour pouvoir se réjouir de ses délices. Contrairement à ses camarades de classe, eux, ils aimaient grignoter, sucer, mordre à plein dents. C'est-à-dire comme les autres enfants, ils aiment jouer, faire beaucoup de choses, manger, etc. Par exemple, des bonbons, etc. Ils aimaient aussi jouer à la bataille, se prendre à la gorge avec des airs d'assassins, crier pour imiter la voix de leur père, s'insulter pour imiter les voisins, commander pour imiter le maître d'école. C'est-à-dire, les autres enfants, là, on peut le voir dans la réalité, les enfants, ils ont toujours ce penchant à imiter les adultes, c'est-à-dire, ils essaient toujours à faire et à se comporter comme les adultes, c'est-à-dire, par exemple, imiter la voix de leur père, faire comme leurs parents, etc. Contrairement à Sidi Mohammed, moi, je ne voulais rien imiter, je voulais connaître. C'est-à-dire, lui, comme si il avait une prise de conscience qui dépasse son âge. Ok? Donc, c'était pas un enfant comme les autres. C'est ça ce qui fait sa différence.
Et c'est pourquoi Sidi Mohammed, à chaque fois qu'il essaye de tisser des liens d'amitié avec ses camarades de classe, il n'arrive pas à le faire car c'est un enfant différent, c'est un enfant qui a son propre monde, c'est un enfant qui vit dans un monde d'imagination, contrairement à ses camarades. C'est pourquoi il préfère toujours être seul et son sentiment de la solitude l'a accompagné durant toute sa vie. Et puis, le narrateur évoque un autre souvenir, c'est celui du bain mort. Et là, c'est un lieu que Sidi Mohammed déteste beaucoup. Il n'aime pas aller au bain mort avec sa mère. Et lorsqu'il dit par exemple, je n'ai jamais mis les pieds au bain mort depuis mon enfance. Donc le bain mort nous est présenté à travers le regard innocent mais indiscret d'un petit enfant, c'est Sidi Mohammed, et celui-ci ne cache pas le sentiment de dédain, de dégoût et de peur que lui inspire ce lieu sinistre qu'il assimile déjà à l'enfer. C'est-à-dire il compare le bain mort à l'enfer parce qu'il faisait chaud au bain mort. Donc le sentiment de dédain, pardon, éprouvé par les deux narrateurs du roman trouve son origine dans la promiscuité, l'espèce d'impudeur et de laisser aller. C'est-à-dire les gens qui sont déshabillés, qui ne portent pas des vêtements, surtout les femmes, des femmes dans le bain mort, la nudité est pour eux un péché. Je sentais surtout ce grouillement de corps humide dans ce demi-jour inquiétant, une odeur de péché. C'est-à-dire lui, il croit que finalement se déshabiller devant les êtres, il le considère comme un péché et de là vient le fait qu'il déteste ce lieu. Et puis la solitude qui l'accompagne toujours, même dans ce lieu qui est le bain mort, c'est-à-dire les autres enfants, ils sont là, heureux, en train de jouer, etc., avec de l'eau, alors que lui, il est toujours seul, il est toujours en train de poser des questions sur le pourquoi des comportements de ces femmes et de ces enfants déshabillés dans ce lieu infernal, dans ce lieu où il fait très chaud. Donc la nudité, les regards curieux des femmes et la différence par rapport aux autres enfants rencontrés dans le bain exacerbent la solitude du narrateur. Je me sentais plus seul que jamais, c'est-à-dire le bain mort, c'est un lieu qui, euh, ce sentiment devient de plus en plus douloureux, le narrateur souffre de plus en plus d'être seul dans ce lieu et n'arrive pas à comprendre. Je me trouvais seul, les mains croisées sur mon ventre, plus bête que jamais, au milieu de toutes ces inconnus et de leurs fastueux baluchants. Et puis, le narrateur Sidi Mohammed décrit la narration de la séance du bain mort par la mère du narrateur. Comme nous l'avons dit dans une autre vidéo, la mère du narrateur, Lalla Zubida, est une femme qui avait un talent, celui de raconter des histoires aux femmes, aux voisines, etc. C'est-à-dire, c'est une femme qui, dans ce récit, occupe une place de narratrice. C'est un personnage narrateur qui, avec Sidi Mohammed, le narrateur principal, assume la charge de la narration. Donc, Sidi Mohammed, il décrit comment sa mère, il rassemble les femmes, les voisines, et il commence à leur raconter ce qu'il a vu pendant la séance du bain mort, ce qu'il a entendu des autres femmes, et puis les gestes, les comportements de chacune. Le lendemain du bain, ma mère ne manquait pas de raconter la séance à toute la maison avec des commentaires détaillés
où abondaient les traits pittoresques et les anecdotes. Il mimait les gestes de telle shérifa connue dans le quartier, la démarche de telle voisine qu'il n'aimait pas, parlait avec éloge de la caissière ou se révoltait contre les masseuses, ces entremetteuses, mères des calamités qui escroquaient les clientes sans leur apporter la moindre goutte d'eau. Un autre lieu que le narrateur revisite à travers ce récit, c'est le Msid, l'école coranique, dans laquelle Sidi Mohammed faisait ses études. À l'époque, il n'y avait pas la maternelle, il y avait uniquement l'école coranique où on apprend le Coran, le Hadith, l'arabe, etc. Et c'est aussi un espace détesté par le narrateur. Sidi Mohammed n'aime pas ce lieu, le Msid, parce que c'est un espace où il y a la violence. Le frère qui est un personnage violent, barbare, cruel, et on va découvrir dans le deuxième chapitre la description, le portrait en détail du frère. L'école était à la porte de Derb Nouala. Le frère, un grand maigre à barbe noire, dont les yeux lançaient constamment des flammes de colère, habitait la rue Gief. Je connaissais cette rue, je savais qu'au fond d'un boyau noir et humide s'ouvrait une porte basse d'où s'échappait, toute la journée, un brouhaha continu de voix de femmes et de pleurs d'enfants. La première fois que j'avais entendu ce bruit, j'avais éclaté en sanglots parce que j'avais reconnu la voix, ou bien les voix de l'enfer telles que mon père les évoqua un soir. C'est-à-dire là, encore une fois, Sidi Mohammed compare cet espace à un enfer parce que il éprouve un sentiment de peur devant ce lieu. Un autre souvenir malheureux, lui aussi, qui a provoqué la peur et la douleur à Sidi Mohammed, c'est la double dispute de Lalla Zoubida avec Rahma à propos de l'utilisation du patio pour la lessive. Donc, c'est la mère du narrateur, Lalla Zoubida, partage avec Rahma, les autres voisines, un patio où il faisait la lessive à tour de rôle. C'était un lundi, c'était le jour de Lalla Zoubida. Et Rahma a occupé le patio et une dispute s'éclata entre les deux femmes avec une grande violence, avec des cris, avec des insultes. Et le petit Sidi Mohammed avait peur. Il a été submergé par une grande panique et il a fini par s'évanouir. Il y avait d'abord une première dispute et le narrateur l'a décrit ainsi. Dans notre fenêtre du deuxième étage, pâle d'angoisse et de peur, je suivis la scène alors que ma mémoire d'enfant enregistrait les phrases violentes. Là, le narrateur, il décrit comment il avait peur, il a senti une grande panique, devant la violence, devant les insultes et les cris des deux femmes. C'était un enfant et il a tout vu, il a tout entendu et cela est resté gravé dans sa mémoire. Et de là, nous pouvons voir l'influence ou bien l'impact des scènes violentes qui se passent devant des enfants et que ces derniers n'arrivent pas à oublier et parfois même ils deviennent des traumatismes. Une deuxième dispute, le narrateur l'a décrit elle aussi, je n'en pouvais plus. Mes oreilles étaient au supplice, mon cœur dans ma poitrine heurtait avec force les parois de ce cage. Les sanglots m'étouffèrent et je m'écroulais aux pieds de ma mère sans connaissance. C'est-à-dire à la fin, Sidi Mohammed n'arrive pas à supporter
et il s'est évanoui. À la fin, il a perdu conscience. Comme nous pouvons le constater, toutes, ou bien tous les souvenirs décrits par Sidi Mohammed étaient des souvenirs malheureux, des souvenirs où le narrateur avait peur, des souvenirs qui ont provoqué la douleur, la souffrance à Sidi Mohammed, et on comprend pourquoi elle était un enfant seul dans un monde d'adultes, dans un monde où il y avait la violence, où il y avait la peur, où il y avait la brutalité, etc. Alors, cette séance touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention et j'espère vous rencontrer dans une autre séance. Au revoir.